Je suis ravi d'être ici avec vous. Donc, juste quelques mots de mon histoire personnelle. Euh, Dans les années 90, j'avais travaillé chez une société qui s'appelait, dans cette époque, Allied Signal. Aujourd'hui, cette société s'appelle Honeywell. En 1994, j'avais reçu une nouvelle carte de visite, directeur Excellence opérationnelle. Dans cette époque-là, ça c'était un peu bizarre comme titre. C'est la même année, on a lancé le premier programme top-down de Six Sigma en Europe. Moi, j'étais responsable pour le démarche en Europe dans 8 ou 9 pays, mais j'étais basé à Paris, à Drancy, où notre siège de Europe était. C'était également en 1994, j'ai rencontré Minitab. Et on a décidé de faire un partnership avec Minitab pour toutes les démarches Lean Six Sigma dans cette société-là. Un an après, 1995, j'étais appelé par mon chef de supporter le lancement de Six Sigma chez General Electric. Donc, on a supporté en Europe le premier training chez GE. Et en 1997, j'ai été recruté par le PDG de la plus grande division de Siemens pour commencer et lancer Six Sigma chez Siemens dans cette époque. Donc, moi, j'étais parmi les pionniers du mouvement Six Sigma, Excellence opérationnelle et encore l'intégration avec Lean. Après ça, mon parcours, j'ai continué de travailler dans le consulting, dans l'IT, etc. Et depuis quelques années, je me trouve dans le grand groupe japonais Hitachi. Chez Hitachi, je suis responsable pour l'idée, le concept et la stratégie derrière l'usine de futur. Je travaille avec notre équipe au Japon qui fait la recherche dans ce sujet. Également, j'ai une équipe en Silicon Valley et on travaille de comprendre l'architecture, les trucs techniques, les logiciels, etc. sur ce sujet. Il y a une grande question. Pratiquement toutes les semaines, il y a quelqu'un qui pose cette question. Greg, l'usine du futur, la transformation numérique, c'est un grand sujet aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est le futur de l'excellence opérationnelle? Est-ce que ça c'est à part ou est-ce qu'on peut intégrer? Donc, ça, c'est le sujet de mon présentation aujourd'hui. Juste quelques mots Hitachi. Nous sommes parmi les plus grandes sociétés japonaises, avec le siège à Tokyo. Notre business aujourd'hui est pratiquement 100% B2B. Ça veut dire qu'on n'est plus l'Hitachi Consumer qui existait il y a 10 ans avec les frigos, les télévisions, etc. On est sorti les business consumer et on est focalisé aujourd'hui sur beaucoup de machineries industrielles comme la machinerie de construction, les pièces automobiles, particulièrement les composants et les technologies dans les voitures pour les voitures de l'avenir. On fait toutes les technologies énergiques et aussi les trains. Nous sommes le 3e ou 4e plus grand fournisseur de trains du monde, en concurrence face à Alstom, Siemens, etc. Moi, je suis parti d'un petit groupe qui s'appelle Hitachi Vantara. Hitachi Vantara, c'est une nouvelle marque d'Hitachi. Et on est focalisé sur les solutions digitales ensemble avec notre sœur Hitachi Consulting. Et la marque Lumada est lancée il y a 2 ans pour notre activité dans ce domaine. Donc, je vais expliquer aujourd'hui notre expérience avec l'usine du futur, avec le mettre en place de digital. Et spécifiquement, dans 2 cas, il y a les solutions pour nos propres usines. On est presque 200 usines autour du monde. Et en parallèle, on travaille avec beaucoup de clients différents dans les industries différentes. Je vais parler principalement dans le manufacturing, dans l'industrie. Je comprends que beaucoup entre nous
sont dans l'industrie service et pas spécifiquement dans le manufacturing. Mais en revanche, comme avec Excellence opérationnelle, tous les concepts sont plus ou moins les mêmes. Et on peut transférer le learning de manufacturing dans les autres activités, les autres processus. Bon, pour commencer, qu'est-ce que c'est les priorités des PDG, le top management, la direction des grandes entreprises, les grandes entreprises françaises, européennes et même dans le monde? Dans les années 80, il y a 10 ans, il y a 20 ans, le focus et la priorité étaient toujours l'excellence opérationnelle parce que ça c'est lié avec l'efficace, la réduction de coûts, la productivité et toutes les choses comme ça. Aussi, dans cette époque, la globalisation, la mondialisation et bien sûr le changement ici en Europe, l'intégration européenne étaient vraiment les top priorités. Et il y avait un crash en 2008. Après le crash, pour une période de 5 ans, il y avait beaucoup de restructuration, il y a beaucoup d'activités nécessaires de redémarrer l'économie, de changer le focus de la société. Il y avait les acquisitions, les mergers, la suppression d'activités, beaucoup de changements en lien avec le crash. Après ça, les derniers 2, 3, 5 ans, tout le monde parle du digital, le numérique. Donc, dans chaque grande société, ou société moyenne taille aussi, il y a des questions. Qu'est-ce que c'est l'enjeu digital? Qu'est-ce que c'est le numérique pour nous? Comment on peut transformer notre société en numérique? Qu'est-ce que c'est l'usine du futur? C'est un grand boulot, il y a beaucoup de questions. Et ça, c'est une priorité pour la majorité des PDG aujourd'hui. Il y a une autre question. Le Six Sigma, le Lean Six Sigma. Est-ce que ça, c'est relevant toujours aujourd'hui? Stratégiquement, oui, c'est nécessaire, c'est clair. Mais est-ce que ça, c'est un concept qui est arrivé à maturité? Est-ce qu'il est obsolète? Est-ce qu'il va obsolète dans quelques années? Ça, c'est une question posée par beaucoup de management à moi, parce que je suis un expert dans le domaine de l'excellence opérationnelle et en même temps, je travaille dans le numérique et les sujets nouveaux. Ça, c'est notre question pour aujourd'hui. Donc, je vais répondre à cette question dans 10 minutes, 15 minutes. Pour commencer, je vais partager notre activité dans le numérique, dans la transformation numérique et les activités digitales. C'est juste un petit overview. Qu'est-ce que c'est la transformation numérique? Chez Hitachi, nous avons développé une feuille de route avec 6 phases. Ça, c'est un voyage, comme toutes les transformations. Ça, ce n'est pas un voyage de 1, 2, 3 ans, c'est un voyage de 10 ans, peut-être. On ne sait jamais. Dans cette feuille de route, il y a derrière chaque level, chaque phase, une approche de maturité, une collection des activités, un blueprint pour faire les projets. Et toute la transformation est faite avec l'innovation. Parce qu'il n'y a pas de solution. On ne peut pas acheter une solution digitale dans une boîte et installer ça. Donc, c'est une activité d'innovation. Pour l'industrie, le premier niveau, c'est le niveau de visualisation. Ça, c'est relativement simple de comprendre. On était dans une usine, c'était en France, et on est parlé avec les opérateurs dans cette usine, et nous avons noté quelqu'un qui a un téléphone, qui prend la photo de le tableau blanc. On a posé les questions, pourquoi vous prenez le photographe, le tableau blanc? Il dit, oui, moi je travaille là-bas et j'ai besoin de cette donnée qui existe dans le tableau blanc. Bon, il existe dans le tableau blanc pour un jour, pour un shift, pour une semaine peut-être. Après ça, il est perdu. Donc, ça c'est le premier impulse de dire, est-ce qu'il est possible d'avoir un tableau blanc digital, numérique, numériser les données avec un écran?
Si on fait ça, on a la possibilité de partager les données transversales. Première étape. Deuxième étape, on garde l'histoire. Si on garde l'histoire, on a la possibilité d'appliquer l'analytique. Donc ça, c'est pour moi la première activité de numériser les données clés qui existent dans le papier, qui existent dans les tableaux, etc., et commencer de construire une base de données. La deuxième étape, c'est l'intégration. Ça, c'était aussi en France, une usine qui fabriquait le verre. Et si vous connaissez le processus de fabriquer le verre, il y a deux côtés. Il y a le côté chaud, où le verre est liquide, et le côté froid, où le verre est solide. On a vu qu'entre les deux côtés du processus, il ne partage pas les données clés du processus. Donc, on a utilisé les données pour intégrer les deux côtés de la ligne de verre. Avec le côté chaud et le côté froid, partager les mêmes données et travailler sur la même base de données. Troisième niveau, c'est l'analyse de regarder les chiffres, regarder les données et faire les décisions, comprendre mieux la performance de l'usine, comprendre mieux la possibilité d'améliorer. Et ça, c'est le niveau où Minitab est bien utilisé aujourd'hui pour faire l'analyse, pour trouver le root cause, pour comprendre mieux un problème, pour faire un DOI, ou pour faire une analytique, ou faire un gauge R&R, tous les outils qui existent dans la boîte d'outils de Six Sigma. Niveau 4, ça commence de vraiment transformer l'opération. Au niveau 4, on peut faire le prédictif, prévenir le futur, prévenir les problèmes en avance. Ça porte naturellement beaucoup de valeur. Après ça, on dit prescriptif, ça veut dire d'avoir la possibilité de prévenir et en plus, avoir l'instruction, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le problème? Qu'est-ce qu'on peut faire en avance pour éviter le problème, prévenir par les données? Enfin, c'est le concept symbiotique. Franchement, je ne comprends pas 100% de l'idée, ça c'est une idée aujourd'hui. Mais notre chercheur à Tokyo est en train de développer une vision pour une usine symbiotique. L'usine symbiotique est une opération qui est très intelligente et la possibilité de faire le self-healing, self-adjusting, self-optimization, blablabla. Bon, c'est l'avenir. Pour aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire dans l'industrie pour mettre en place le big data, les données, les analytiques pour optimiser l'opération aujourd'hui. Bien sûr, ça livrer l'argent, ça livrer les bénéfices et commencer dans le prédictif et le prescriptif pour la première innovation dans cet environnement. Bon, ce n'est pas seulement les technologies qui comptent, il y a beaucoup d'autres aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect humain, l'aspect organisation, comment on est organisé pour utiliser les données, comment on est organisé pour mettre en place les nouveaux outils et utiliser les nouveaux outils numériques. Il y a des aspects processus, le modèle opérationnel, etc., etc. C'est une transformation. Ce n'est pas une discussion technologique. Oui, il y a des technologies là-bas, mais c'est vraiment la transformation qui compte. Et enfin, tout le monde parle de IA aujourd'hui. Il y a un rôle, bien sûr, pour l'IA, mais ce n'est pas tout. Hein? C'est juste un outil qui supporte d'avoir un modèle prédictif, un modèle prescriptif ou un modèle symbiotique. Bon, l'important, ce n'est pas la technologie, mais comment on utilise la technologie pour mieux travailler avec les données. Comment on peut faire l'agrégation de données, de combiner les données, de faire le streaming continu, de créer la corrélation entre les données, de comprendre mieux. Bon, si je regarde ça, ça c'est plus ou moins le boulot d'un black belt. Hein? Peut-être autre mot, mais la façon de faire la transformation numérique et la façon de faire le travail Six Sigma, c'est plus ou moins la même, conceptuellement.
Les 4 critères qui sont très importants dans c'est les cas d'usage. On fait pourquoi? Pour améliorer les qualités, pour améliorer la productivité, de blablabla. Il faut toujours définir, encadrer un cas d'usage. Deuxième, c'est la rentabilité. Ça, c'est très important. Il faut avoir une rentabilité dans 12 mois, 18 mois, 6 mois. Ça dépend de la société, ça dépend le cas d'usage, ça dépend du projet. Troisième, c'est la propriété intellectuelle. Ça, c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a une dématérialisation des industries et la plupart des industries comprennent notre avenir est dans la propriété intellectuelle et la valorisation des données. Et enfin, c'est la scalabilité. C'est pas assez bon de juste de faire un projet indépendant, mais de faire un projet avec une idée de escaler ça dans toutes les lignes, tous les autres sites, dans tous les autres pays. C'est très important et il faut penser ça en avance. Bon, j'ai parlé de l'aspect prédictif, de prévoir et éviter les problèmes en avance. Imaginez dans votre business, comment on peut faire ça? Qu'est-ce que c'est la valeur de ça? Ce concept est le cœur, à mon avis, c'est le cœur de la transformation numérique. Il y a trois exemples, 3 use cases, cas d'utilisation qu'on a découvert avec notre client et notre usine interne. Le premier, c'est autour de qualité. Comment on peut prévoir et éviter les problèmes de qualité? Si vous regardez, on a pratiqué, on a implémenté le projet dans plusieurs industries différentes, très différentes. Le deuxième cas d'usage, c'est prévoir et éviter les goulets d'étranglement, en anglais, les bottlenecks. Ça, c'est une question de scheduling, mais c'est plus complexe que ça. Et on a fait le premier dans une usine d'Hitachi, et après ça, on a fait les projets avec plusieurs autres clients internationaux. Le troisième cas d'usage, c'est de prévoir et éviter les temps d'arrêt imprévus, downtime, unplanned downtime. Comment on peut éviter ça? Ça, c'est un sujet dans toutes les industries. Bon, je vais présenter très vite 3 projets. Le premier projet, c'est un fabricant de pneus qui a le problème dans le processus de mélanger le polymère. Si vous connaissez le processus de mélanger le polymère, ça c'est une énorme machinerie ici. Ça c'est le mixeur. Ça c'est un Banbury mixer. Juste pour taille, une taille humaine, c'est peut-être comme ça, 2 mètres, c'est peut-être là, ça c'est peut-être 10 mètres. Donc, ça c'est énorme. Le problème avec ces clients, le problème est la personnalisation des produits, la customisation des produits. Ils ont cherché d'avoir une pneu spécifique pour un véhicule. Chaque pneu un peu différente. Si on change la composition chimique de le pneu, ça change le processus. Et ça, c'était le problème. L'introduction de plusieurs variations de produits et mettre un problème avec la qualité de mixage. Donc, on a fait une agrégation de beaucoup de données. On a commencé avec une hypothèse. Qu'est-ce que c'est les facteurs nécessaires pour maîtriser les qualités dans cette ligne? Bon, c'est un classique mode de pensée comme un black belt. Hein? On a trouvé dans cette usine, il y avait beaucoup de points où on peut capturer les données. On peut capturer la vibration, la température, la vitesse de la machine. On peut capturer la façon que le travailleur travaille. On a vu qu'un travailleur jeune qui est peut-être dans la ligne pour 6 semaines travaille très différent de quelqu'un qui est déjà 10 ans là. Ça, c'est un facteur, ça, c'est une variable. Il y a beaucoup de variables. Ça, c'était au Japon. Et aussi au Japon, il y avait un gros problème dans l'été parce qu'il est très chaud, très humide, plus pire que cette semaine à Paris. Et ça change aussi le processus. Donc, on a mis en place un modèle avec, enfin, c'était 600 variables, mais on a commencé avec 10 variables.
Après ça, 50, après ça, 200. Après, éventuellement, on est arrivé avec un modèle de 600 variables. On a construit une énorme base de données et on a mis en place le machine learning, l'apprentissage, et il y a plusieurs niveaux d'apprentissage, supervisé, non supervisé, par renforcement, blablabla. Donc, enfin, on a amélioré les qualités et on a créé un processus qui résiste le changement de produit. Deuxième projet, ça c'est une usine d'Hitachi, aussi au Japon. Et ça c'est l'assemblage de le système SCADA. Ça c'est l'énorme système ici, c'est comme un grand frigo avec plein d'électronique dedans. Et pour cette usine, le produit est aussi très personnalisé, très customisé pour les clients. Le problème était le délai de la production, le lead time était trop long pour le client. Il y avait beaucoup de commandes avec 1, 2, 3 boîtiers très spéciaux. Et le délai était très long. Donc l'autre problème, c'était dans l'intérieur, c'était le goulot d'enconglement, le bottleneck. Notre approche est de comprendre tous les facteurs qui ont une influence sur le bottleneck. On a collecté avec une hypothèse tous les facteurs. On a mis en place les caméras, comme on dit, RFID, beaucoup des autres données. On a développé, avec un processus d'innovation, de développer une plateforme qui peut prévoir les bottlenecks en avance. On peut dire, at current course and speed, you will have a bottleneck. Le système a la possibilité de prévoir ça. En plus, on peut éviter l'effet domino, parce que s'il y a un bottleneck, un blocage ici, normalement, ça va contagier tous les processus avec l'effet domino. Donc, on a fait un modèle pour ça et pour éviter l'effet domino et optimiser le scheduling, optimiser la planification en temps réel. Bon, résultat, on a réduit le délai de production, le lead time, par 50%. Avec ça, il y a un impact de cash flow, mais bien sûr, un impact sur la satisfaction du client. En interne, on a réduit plus que 50% les bottlenecks, et ça, c'est un chiffre qui monte dans la productivité et l'efficacité de l'usine. Troisième cas en Europe, c'est pour un opérateur ferroviaire en Angleterre. C'est un consortium Agility Trains. Agility Trains, Hitachi, c'est un partenaire dans Agility Trains. Ça, c'est un train Hitachi. Hitachi a fourni le premier train de haute vitesse britannique. C'est après le Eurostar. Eurostar, ce n'est pas 100% britannique. Mais ça, c'est le premier train haute vitesse britannique. C'est un train Hitachi. Donc, pour ça, on est impliqué dans le projet. L'idée, le problème était la maintenance du train. La maintenance du train, c'est 30% du coût d'opérer le train. On a cherché de moderniser le train avec l'IoT, avec les capteurs. On a installé 2000, 3000 capteurs par train. Avec ça, on a la possibilité de mesurer toutes les activités dans le train, mesurer la vibration, mesurer le stress, mesurer les températures, mesurer tous les facteurs possibles qui sont importants pour la maintenance. Avec ça, on a fait un traitement de 6 pétoctets de données. Ça, c'est énorme. Toutes les journées, ça, c'est chargé sur le cloud. Et il y a une histoire qui est gardée pour la vie. Donc, enfin, on a commencé ce projet il y a 2 ans, il y a 3 ans, et on a déjà fait le résultat d'une amélioration de la fiabilité de la train, réduction de coûts de maintenance, et très important aussi, une réduction des stocks de pièces de rechange. Si on a la possibilité de prévenir le besoin de maintenance, on a la possibilité de prévenir le stock nécessaire de pièces de rechange.
Ça, c'est une énorme économie pour ce projet. Enfin, qu'est-ce que j'ai pris dans tous les projets comme ça? Comme j'ai dit, on a fait une dizaine de projets déjà, très très proches de les 3 exemples. Pour moi, le big takeaway, ça c'est la transformation numérique, notre arête de poisson. Quand je parle avec les geeks de software en Silicon Valley, ils ne connaissent pas ce concept. Ils n'ont jamais vu l'arête de poisson. Parce que ça, c'est partie de nous, la communauté Six Sigma, la communauté de qualité, la communauté industrielle, pas la communauté logicielle, pas la communauté high-tech. C'est avec ça que j'ai l'idée que peut-être il faut que les 2 mondes viennent ensemble. Le monde de l'arête de poisson et le monde de le jeune geek de Silicon Valley qui joue avec intelligence artificielle et machine learning et tous les concepts comme ça. Et donc, ça c'est mon hypothèse. Sur 7 projets, le clé est de trouver quelles sont les variables. Est-ce que cette donnée existe aujourd'hui ou non? Dans chaque projet, on fait une équipe ensemble avec les clients et on pose les questions. Comment on peut comprendre mieux le processus? Et le client va dire, de temps en temps, « Ah oui, je travaille ici depuis 20 ans et j'écoute le son de la machine. Normalement, la machine fait tic, 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 tic. Mais si un jour arrive, il fait tac, 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 moi je comprends la différence. » Ah oui, ça c'est une bonne connaissance qui existe dans la tête de quelqu'un. On a installé un petit micro. On peut traîner un software de déterminer est-ce que ça c'est un tic ou un tac. Et avec ça, on a une nouvelle variable pour le modèle. C'est comme ça aujourd'hui. C'est très intéressant. Mais pour ça, il faut vraiment intégrer avec les gens qui travaillent dans la ligne et faire l'innovation ensemble avec un team mixte. Bien sûr, il y a la technologie derrière. Moi, je ne suis pas un expert de cette technologie, mais les 4 mots importants, il faut avoir une architecture flexible, une architecture modulaire, ouverte et sécurisée. Donc, notre Lumada s'est développé comme ça. Il y a beaucoup de composants open source dedans. Je ne peux pas dire toutes les fonctionnalités parce que vous n'êtes peut-être pas intéressé, mais moi, je ne suis pas un expert. Mais le truc important, c'est de développer une plateforme horizontale. Une plateforme qui inclut toute la big data, toute la data lake de cette opération. Avec ça, on peut faire un streaming en continu. Avec le streaming en continu, on a toujours les données qui sont la description de le processus. Bien sûr, le studio, c'est le niveau de user, c'est l'usage de la donnée. Et c'est là que j'ai une hypothèse que vous pouvez intégrer votre activité Minitab avec le studio de Lumada. Et maintenant, avec Minitab, on cherche un client qui va faire ça pour intégrer le puissant utile de Minitab avec la plateforme de Hitachi, avec toutes les données qui est streamée en temps réel. Donc, si on imagine, vous faites un petit projet avec 4 variables ou 5 variables dans Minitab, imaginez l'avenir avec 600, 700 ou 1000 variables. La possibilité, c'est énorme. Donc, pour la transformation numérique, je pense que la mentalité Six Sigma, la valeur ajoutée de Minitab et le concept d'excellence opérationnelle est le clé. Ça, c'est le clé pour le succès. Il y a assez de projets qui sont échecs parce que c'était fait par les techniciens. Aussi, le processus d'innovation est très important. Dans le processus d'innovation, il y a une phase de découvrir le problème. Vous connaissez beaucoup des outils, c'est dans les outils classiques de Six Sigma. Aussi, on utilise, on dit DILO, Day in the Life of.
Ça, c'est simplement l'ethnographie, de entrer dans le Gemba, regarder comment ça marche aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre par la conversation avec les ouvriers et comprendre comment ça marche, etc., etc. La première phase est très importante parce que dans cette phase, on n'est pas une solution. Il n'y a pas une solution. Il faut comprendre le problème. Il faut questionner les questions. Il faut questionner le problème. Et enfin, développer une hypothèse. Avec une hypothèse, on peut commencer à le développer, toujours avec une façon agile. Ça, c'est le petit loop, le petit scrum de 2-3 semaines. Dans chaque étape, on peut designer le dataset, le minimum viable dataset, et aussi le minimum viable algorithm pour tester l'hypothèse, et apprendre, et faire les échecs, et après recommencer. Bon, c'est un processus d'innovation. Enfin, c'est le déploiement, et ça c'est après le développement, prouver le concept, prouver la valeur du concept, proof of concept, proof of valeur. On peut déployer, faire le training pour le user et vraiment installer la solution pour avoir le résultat. Comme j'ai dit, dans l'équipe, il y a beaucoup de compétences différentes nécessaires. Ça commence normalement avec un analyste d'opération. Ça, c'est quelqu'un qui comprend la qualité, qui comprend le processus, qui comprend le mode d'organisation, comment ça marche aujourd'hui, comment ça peut marcher mieux, etc. Il y a un designer de service. On parle toujours de design thinking. Ça, c'est une façon de penser le design nécessaire. Pas de désigner, mais de comprendre le besoin des clients, de comprendre le besoin du processus. Il y a bien sûr le fameux solution architect, quelqu'un qui peut imaginer la meilleure architecture pour cette solution. Il y a des techniciens qui intègrent les objets IoT. Il y a des techniciens qui intègrent avec les systèmes IT qui existent aujourd'hui, le système MES, le système SAP, le système blablabla. Bien sûr, le data scientist, c'est très prisé aujourd'hui. Bien sûr, quand je parle avec le top management, il y a toujours la question « Ah, Greg, on a besoin d'un data scientist et on est en train de recruter 3 ou 4 nouveaux data scientists pour travailler dans ce chemin. » J'ai l'impression que beaucoup de top management ne comprennent pas le rôle de data scientist, mais c'est en vogue de recruter et avoir les jeunes très très forts scientists qui comprennent les données. Il y a un Scrum Master. Le Scrum Master, c'est un expert de le processus d'innovation qui dirige le Scrum, qui dirige l'Agile. Et il y a des développeurs, bien sûr, les experts dans le User Experience, User Interface, qualité de logiciel, etc., etc. Ça, c'est l'équipe classique qui est en démarche. Quand on fait un projet avec un client, notre client, on peut ajouter les gens Hitachi dans cette équipe, mais aussi, c'est dans notre client qui a aussi le même skills. On travaille ensemble. C'est une co-creation. De former une équipe ensemble, de faire la co-creation ensemble. Bon, enfin, retournez à ma première question. Black Belt, excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est l'avenir? Qu'est-ce que c'est le futur dans ce schéma de digital? Le premier problème, c'est la perception de management. Et ça, c'est plutôt aussi la perception des recruteurs qui cherchent les gens. Si je regarde sur LinkedIn, recrute les data scientists, etc. Et il y a une perception que le Black Belt est un concept assez mature. Ça existe déjà 20 ans. Moi, je connais ça personnellement. Mais aussi, il n'a pas beaucoup changé depuis 20 ans. Et ça, c'est aussi pas mal. Hein? Quelque chose qui dure 20 ans et pas changé. Ça, c'est un bon signe. Ça marche, apparemment. Mais pour le top management, ah oui, ça c'est quelque chose dans le département de qualité, dans le département de processus. Oui, on est les gens qui font ça, c'est bien fait. On a fait ça. Mais les data scientists, ça c'est le vogue. Ah, j'ai besoin de faire digital, faire numérique. Ça c'est, on dit, le shiny object. La perception de management, c'est 2 profils différents. La perception de management. Moi, j'ai une autre perception. Je pense que la réalité
il y a beaucoup de capacités communes entre un data scientist et un black belt. Les outils, il y a beaucoup des outils qui sont les mêmes. Il y a un training, il y a une formation, il y a une capacité d'utiliser les statistiques, de comprendre les données, d'utiliser correctement les données, de formuler une hypothèse, de faire un design expériment, blablabla. Beaucoup en commun. Qu'est-ce que c'est différent? Côté data scientist, on dit toujours, ah oui, mais un data scientist, elle fait aussi la programmation avec Python ou R. Elle est un programmateur. Bon, OK. C'est nécessaire dans quelques projets d'avoir quelqu'un qui fait la programmation. Mais il y a aussi beaucoup de black belts qui peuvent faire le programming aussi. Et ça, c'est relativement facile à apprendre. L'autre côté, un black belt, normalement, un black belt, classiquement, est quelqu'un qui comprend les processus, qui comprend l'organisation et qui a un minimum de compréhension, une histoire industrielle. Et j'ai rencontré beaucoup de data scientists dans les derniers 2 ans qui ne sont pas très profonds dans le concept industriel. Donc, 2 profils un peu différents, mais pour moi, le centre, la mentalité commune, les skills communes, c'est très grand. Enfin, mon hypothèse, il y a combien d'entre vous qui sont black belts aujourd'hui? Bon, c'est presque la moitié de la salle ou plus. Mon conseil pour le black belt, pensez dans le futur digital. Apprendre le nouveau langage du digital. Il y a des choses nouvelles, mais c'est aussi le nouveau mot pour les trucs que vous faites déjà. Comprendre les concepts, lire. Il y a beaucoup de choses à lire gratuitement sur le web. Comprendre les transformations numériques pour mieux expliquer votre direction, pour mieux expliquer votre rôle dans ces activités. Rejoindre les projets digitaux. Donc, j'étais aux Pays-Bas il y a 2 semaines. On était là pour une kick-off d'un projet dans une usine. Et moi, j'ai rencontré toute l'équipe là. Il y avait 7 ou 8 personnes, les clients, et 3 ou 4 personnes d'Hitachi, et ils sont prêts de commencer, de faire un projet. Et j'ai posé la question, est-ce que vous avez le black belt? Et le directeur usine, il m'a dit, oui, correct, on est le black belt, on a fait Six Sigma. Ah bon, pourquoi il ou elle n'est pas impliqué dans ce projet? Ah, j'ai jamais pensé à ça. J'ai dit, OK, je voudrais bien rencontrer votre black belt. Ah oui, nous avons 3-4 black belts, bien, hein. On a discuté, et bien sûr, on a créé un rôle pour le black belt. Et il y a un département de service interne pour excellence opérationnelle. Mais pour le sponsor de ce projet, c'était fortement sponsoré par la IT. Ça, c'est autre chose. Donc, dans votre société, il faut trouver un chemin de connecter avec les activités numériques, les activités digitales. Faire évoluer votre marque personnelle. Donc, j'avais fait cette présentation avec Minitab à Zurich. C'était quand? À Zurich, octobre. Il y avait une black belt qui me dit, Greg, je cherche un nouveau poste. Ça, c'est mon CV. J'ai beaucoup d'expérience. Elle a tous les langages de Six Sigma dans cette CV. Elle a dit, j'ai marre de trouver un nouveau poste. Moi, j'ai proposé de changer le langage, de positionner comme data scientist, changer tous les mots. Elle a fait ça. Dans 2 semaines, elle a un job offer de notre société. Elle m'a envoyé un petit email. Merci Greg, c'est une bonne idée. J'ai un nouveau job. Je suis directrice digitale, transformation, blablabla. C'est juste un changement de mots. C'est le marketing. Hein? Pensez d'évoluer votre marque, mais pas oublier Six Sigma.
Ça, c'est un truc très respecté toujours et très important aussi. Il faut marier les deux concepts et prendre une place pour vous dans le monde du numérique. Donc, ça, c'est enfin l'avenir. C'est la même équipe que j'ai déjà montée avec un nouveau membre de Lean Six Sigma Black Belt dans l'équipe. Et avec ça, vous avez la possibilité de aussi éduquer notre collègue qui travaille dans le monde digital, de IT, qui ne comprend pas le Six Sigma aussi. Donc, il faut que les deux concepts mergent ensemble. Ça, c'est l'hypothèse et ça, c'est mon partagé aujourd'hui. J'espère de prendre l'impulse, les nouvelles idées, etc., et notre histoire dans le digital. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a 3 minutes. Les micros. Bonjour, Vincent de la Forêt de la société Radial. Finalement, est-ce que vous conseillez au Black Belt de suivre une formation de data scientist ou juste de changer les mots sur le CV? Tous les deux. Tous les deux. Moi, comme j'ai dit, le curriculum Black Belt n'est pas vraiment changé depuis 20 ans. C'est le base. C'est toujours important. Mais en revanche, il y a beaucoup des autres skills que vous pouvez ajouter, de prendre le learning continu dans le domaine de artificial intelligence ou dans le domaine des autres sujets, IoT, aussi dans l'aspect transformation numérique, aussi dans la programmation. Comprendre Python, R, il y a beaucoup de langues. C'est Python, R, c'est le second. Mais ça, je pense que ça, c'est une bonne idée. D'évaluer votre capacité et en même temps faire le rebranding et changer votre marque personnelle. Autre question de ce côté-là? Est-ce que vous pensez que dans notre société, au niveau de votre direction, est-ce qu'il y a déjà deux initiatives différentes? Une initiative excellence opérationnelle à un côté et une digital à l'autre côté? Ou est-ce que ça s'est déjà fusionné chez vous? Un micro? Alors Denis Vervin donc d'Orange. En réponse à ta question, Greg, et en continuité de ce dont nous avons discuté tout à l'heure, je pense que tu es dans la bonne voie, puisque aujourd'hui, avec quelques sociétés, on a créé donc une chaire amélioration continue 4.0, qui est justement le rapprochement de ces deux mondes, le monde du belt et de ces techniques qui sont de toute façon présente et toujours utilisée, et ce monde du numérique qui va vite, qui est agile et dans lequel on a besoin. Et je pense que le témoignage, tu apportes un élément supplémentaire. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la création de cette chaire, donc avec l'École des mines de Paris, on est un peu dans la bonne voie, puisque je ressens parfaitement cette utilité. Voilà. D'accord. Donc, la réunion est commencée chez Orange. Et Orange, Société Générale, et avec la chaire. D'accord. Et en marketing, nous, on a trouvé Black Belt 4.0, quoi. Super. Bon, il y a beaucoup de boulot à faire. Et aussi, à mon avis, en Europe, nous sommes en avance des États-Unis dans ce sujet-là. Parce que le sujet digital aux États-Unis est bien orienté vers la consommation, le consommateur, dans le marketing. Si je parle de transformation numérique aux États-Unis, c'est tout dans le commerce, dans le customer experience, dans le social media, tous les sujets comme ça. En Europe, on fait la réflexion dans les métiers classiques, dans les usines, dans le supply chain, dans les trucs industriels. Et ça, c'est presque unique autour du monde. L'autre partenaire pour nous, à mon avis, c'est le Japon. Parce qu'au Japon, il est déjà installé la plus haute densité de robots du monde
et au Japon, et c'est aussi l'origine de Lean. L'origine de Lean, c'est la société japonaise comme Toyota. Et notre équipe chez Hitachi, on a déjà commencé de travailler ensemble avec Toyota pour un projet stratégique de numérisation de TPS. Hitachi est choisi comme partenaire. Il y avait une press release il y a 18 mois, je pense. Et on travaille au Japon avec Toyota pour imaginer comment on peut faire TPS 2.0 ou TPS numérique. Donc, ces idées viennent du Japon et bien sûr en Europe. Je travaille beaucoup en tous les pays européens. Il y a des bons exemples en France. Il y a aussi des bons exemples en Allemagne. Dans les pays nordiques, il y a des sociétés très avancées aussi. L'année dernière, j'ai travaillé avec un constructeur automobile en Allemagne et je suis étonné de la vitesse qu'il change et la vitesse qu'il cherche de combiner ce sujet. Bon, ça c'est le temps. Merci beaucoup et on peut parler après. Merci.